Bonjour, Ecopolitis. On a la chance aujourd'hui de recevoir une personnalité de Rabat, une figure emblématique de Rabat et des combats pour la médecine au Maroc. C'est le professeur Chafek Charabi. Professeur Chafek Charabi, bonjour. Bonjour, cher Adnan. Je suis heureux de vous recevoir. Moi de même, merci beaucoup. À plus d'un titre. D'abord parce que vous êtes un grand médecin. Vous êtes connu et reconnu. Mais également pour tous les combats que vous menez. Parce que vous avez plusieurs vies dans une vie. Et donc je vais commencer par le début. J'aimerais que vous me parliez de votre enfance. Alors, mon cher Adnan, je pense que je vais vous étonner par mon enfance. Vous savez que j'étais un garçon... je suis né à Fès en 1956. Et donc j'ai grandi à Fès jusqu'au bac. Et j'étais un enfant très rebelle. Et j'étais pas bon élève. Franchement, j'étais pas bon élève. Et surtout que mes parents m'avaient mis, mon père qui était magistrat à Fès, m'avait mis au lycée Moulay Idriss. Lycée Moulay Idriss qui était un lycée qui ne me convenait absolument pas du tout. C'est un lycée d'excellence, Moulay Idriss. C'est un lycée d'excellence, certes, mais un lycée trop strict. Alors que moi, j'étais hyper hippie, avec des cheveux, imaginez-vous que j'avais des cheveux jusque-là. Et j'avais des idées complètement de hippie dans le temps d'ailleurs. Et c'était un lycée d'hommes qui venaient un peu de partout. C'était des hommes en djellaba, avec des barbes, alors que moi j'étais complètement différent. Et surtout que ce lycée, c'était, je me rappelle quand on rentrait, il y avait la grande porte, c'était une véritable, avec des murs énormes, avec un proviseur qui était très sévère. C'est la prison. C'était la prison et ça ne me convenait absolument pas du tout. Alors, imaginez-vous que j'ai fait 3 ans là-bas et j'ai redoublé 2 années successives. Ce qui a fait que j'ai été exclu de l'école. Exclu. Donc, arrêt d'études. Qu'est-ce que j'avais? J'avais 14 ans. Et j'allais arrêter mes études. Et c'est grâce à ma mère qui a énormément, Allah yarhamha, qui a énormément insisté pour que je reprenne l'école. Et je disais rien. Ça y est, j'étais complètement... Les mères sont souvent la clé. Hein. Heureusement qu'elle a insisté et elle m'a promis plein de choses. Elle m'a dit, si tu reprends l'école, je te promets, en fin d'année, en t'envoie à l'étranger pour des vacances. Si tu reprends l'école, on t'achète une moto, etc., etc. Et heureusement, j'avais un oncle, qui était au ministère de l'enseignement, qui lui a pu me remettre à l'école, au lycée. Alors là, j'ai changé de lycée. Ce lycée Moulay Idriss que je détestais d'autant plus, pourquoi je détestais aussi? Parce que moi j'habitais en ville nouvelle, et le lycée Moulay Idriss se trouve en Médina. Avec le froid de Fès, il fallait se lever à 7 h du matin, prendre le bus pour y arriver, pour y descendre. Donc à chaque fois je ratais la première ou les 2 premières heures. Et vraiment, je partais avec vraiment pas du tout de gaieté de cœur. J'étais à contre-cœur, je partais à ce lycée. Donc j'ai changé de lycée. Et je suis allé dans un lycée mixte, un lycée beaucoup plus ouvert, un lycée qui était en ville nouvelle, à côté de chez moi. Et là, la métamorphose, le déclic. Du coup, j'étais devenu premier de la classe. Premier, je me rappelle que l'examen de normalisé, c'est-à-dire de brevet, j'ai eu une moyenne générale de 9 ou 9,5 sur 10. C'est ça, le déclic s'est produit. Le déclic s'est produit. Ça montre la dictature de l'environnement. Absolument. Souvent, l'environnement... Ça montre aussi que j'aurais pu, si j'avais quitté effectivement les études, à cause de ce lycée, j'aurais été chômeur, je ne sais pas ce que j'aurais été. C'est votre mère qui a été l'acteur principal de votre réussite. Grâce à ma mère, que véritablement j'ai pu, et heureusement qu'elle avait insisté. Quelqu'un d'autre qui n'aurait pas eu des parents, qui n'aurait pas eu, il serait sorti. C'est ce qui arrive à beaucoup de gens qui n'ont pas fait d'études. Parce qu'ils ont eu un petit problème de parcours.
Et puis, il n'y a personne qui les a aidés, personne qui les a poussés à reprendre. Et puis moi, j'ai été arrêté, c'est-à-dire renvoyé. Ouais. Et heureusement que j'ai été quand même plus ou moins pistonné pour pouvoir reprendre le lycée. J'aime bien votre honnêteté intellectuelle. Parce que quelqu'un qui a votre parcours d'excellence, etc., vous avez été un grand médecin, et vous êtes toujours un grand médecin, aurait caché aurait dit non, vous savez, moi j'ai toujours été bon à l'école. Ah non, etc. non, alors là, justement, cette honnêteté intellectuelle, à tel point, bon, j'étais à Fès, donc connu, ne pas être bon élève, faire pas mal de bêtises dans le temps. Et d'ailleurs, les gens de Fès, du quartier et tout ça, quand ils voyaient que j'étais arrivé avec professeur, ou quand ils me voient à la télévision, quand ils me voient dans mes combats et dans mon... Ils n'arrivent pas à se dire, c'est pas possible, c'est pas lui. C'est pas lui. Et ben, comme quoi, on peut bien sûr se métamorphoser. Il faut jamais avoir un enfant condamné, qui est perturbé ou perturbateur, et qu'on dit celui-là fichu, il est. Ben non, il peut changer. Chacun évolue à son rythme. Absolument, absolument. Moi j'ai vécu ça parce que bon, c'est pas toujours les mères qui croient. Moi, dans mon cas, c'était moi qui croyais, qui croyais à mes enfants. Moi, j'ai un fils aîné qui a commencé à travailler à partir de la première. Voilà. Il ne travaillait pas du tout. Il a commencé et puis après, il a eu une carrière extraordinaire. Mais il fallait croire en lui. C'est ça. Donc, souvent, dans mon cas personnel, c'est ma mère qui a cru en moi. Dans le cas de mes enfants, c'est moi, pas mon ex-femme. Et vous, c'est votre mère. Et très souvent, c'est les mamans. Ben oui, c'est la maman. D'ailleurs, j'ai autre chose à raconter à propos de ma mère. Alors donc, j'ai fait par la suite, j'ai passé mon bac. Alors imaginez-vous que dans le temps, le pourcentage, parce que j'ai fait un bac bilingue, donc marocain, que dans le temps, le taux de réussite au bac était de moins de 20%. Ouais, moins de 20%. C'était voulu. Je me rappelle... C'était voulu. Oui. C'est après le discours de Sa Majesté Hassan II qui avait dit ce n'est pas normal que le taux de réussite soit... Et puis hop, ça a changé de la première session à la deuxième session parce qu'il avait fait un discours après la première session et le taux est monté à 40 ou 45%. Mais là, moi je me rappelle, on était 40 ou 44 personnes dans la classe. On était 7 à avoir réussi le bac. Et je l'ai eu du premier coup. Cela veut dire que vraiment, ça y est, j'étais devenu bon élève, j'avais plus de problème. Ensuite, je me suis inscrit en médecine. Je ne devais pas faire médecine, mais je voulais faire médecine, mais il n'y avait pas de possibilité de s'inscrire en médecine. Je m'étais inscrit dans une école à Compiègne d'ingénieurs, préinscription. Alors, dans le temps, j'étais, tout en étant bon élève, mais en même temps, je faisais DJ en Espagne, chaque été. Et j'ai eu un souci pour aller passer mon concours. J'étais préinscrit à Compiègne pour passer mon concours dans cette école d'ingénieurs. Et donc, j'étais obligé de retourner. Je suis retourné, il n'y avait plus rien pour pouvoir s'inscrire. Je me suis inscrit à la fac des sciences en BG, biologie, géologie, tout en n'étant pas convaincu du tout. Et puis un jour, alors j'étais inscrit, et puis un jour, on me dit, la faculté de médecine a réouvert les inscriptions, mais les gens passaient la nuit à la porte. Il y avait la file, passaient la nuit à la porte. Au début, je me disais, ah non, je ne vais pas aller passer la nuit. Puis à un certain moment, j'étais avec un ami, on s'est dit, allez, on va passer la nuit avec les... On allumait des petits feux et tout ça, c'était à la faculté des Orangers. La faculté de médecine se trouvait aux Orangers. On a passé la nuit et à 8h, 9h du matin, j'arrive à rentrer et je me suis inscrit. Et comment d'ailleurs? C'est grâce encore une fois à mon oncle qui avait appelé le doyen de la fac des sciences qui lui a dit... Vous lui donnez son dossier, vous lui gardez sa place à la fac des sciences, il va tenter une inscription en médecine. S'il arrive, c'est bien. Ça y est, il quitte vous libérez sa place. S'il n'arrive pas, il revient. Je me suis inscrit. Et hop,
C'était vraiment ce qu'il me fallait parce que je voulais faire médecine. Alors là encore, c'est parti comme sur des roulettes. Et vous avez fait médecine à Rabat. J'ai fait médecine à Rabat, la faculté de médecine de Rabat. Et vous avez quitté vos parents qui habitent Éphèse. Alors mes parents, comme je suis les derniers d'une fratrie de 7, D'accord. c'est eux qui m'ont suivi à Rabat. Ok, ils vous ont accompagné. Voilà, comme j'étais le dernier, tous mes frères et sœurs étaient partis, donc j'étais le dernier. Ils se sont dit, on va aller aussi à Rabat. Mes frères et sœurs étaient à Rabat, entre Rabat et Casa, donc ils se sont dit, on va. Et donc ils sont venus. Quoique mon père était très attaché à Fès, ils avaient gardé leur maison à Fès, D'accord. et donc très souvent j'étais seul. Mais au fait, j'habitais avec mes parents à Rabat. Et là, c'est parti comme sur des roulettes. Je réussissais. Je n'ai jamais eu de deuxième session. Je n'ai jamais échoué à aucune année. Alors justement, là, je reviens à ma mère, pardon. Imaginez-vous, c'était la deuxième année de médecine. Deuxième année de médecine, et c'était dur. Et on avait 8 matières en deuxième année de médecine, et 8 matières, on passait donc les examens, par exemple, une matière aujourd'hui, une autre matière une semaine après, une autre matière, c'est-à-dire ça s'est allé sur 1 ou 2 mois. Et ma mère était malade. Elle a attrapé l'hépatite virale à cause, et là encore c'est malheureux, à cause du dentiste. Elle a attrapé une hépatite B. Elle s'était faite faire des problèmes, elle avait des problèmes dentaires, elle a attrapé l'hépatite virale B, et cette hépatite s'est transformée en cirrhose. Et donc elle avait un problème de cirrhose du foie. Et on lui disait dans le temps, une fois que vous aurez... Elle est morte jeune, ma mère, à 56 ans. On lui disait, une fois que vous aurez des saignements, c'est-à-dire c'est les varices œsophagiennes qui vont éclater, dites-vous que c'est la fin. Et alors j'étais en plein examen, et elle avait fait justement une hémorragie, et elle a été en réanimation, j'ai été la voir en réanimation, elle savait que c'était, je voyais dans ses yeux, et là je garde toujours cette image, je savais que c'était, elle voyait que c'était la fin. Elle m'a dit, parce que j'étais le seul, j'étais étudiant en médecine, j'étais le seul à pouvoir rentrer chez elle en réanimation, elle m'a dit, dis à ta tante, qui était son unique sœur, de venir de Fès, c'était pour préparer ses funérailles. Ah, bon. Elle était lucide. Oui, elle était lucide, et moi j'arrivais pas à accepter ça. J'ai dit, mais non, tu ne... etc. Alors, dès qu'elle est sortie de la réanimation, elle est tombée dans le coma, et elle est décédée le jour même de mon examen d'anatomie. Examen d'anatomie. En deuxième le année. jour même. En deuxième année, elle est décédée à 6h du matin, et mon examen d'anatomie était à 8h. Alors j'étais tellement... Détruit, et je ne voulais pas y aller, à passer cet examen. Et tout le monde... Alors, si je n'avais pas passé cet examen, j'aurais perdu... J'avais déjà passé 6 matières. L'anatomie, c'était la 7e. Il me restait la pathologie médicale, qui était la 8e matière. Si je ne passe pas une matière, j'ai la note éliminatoire et je perds tout. Vous redoublez à ce moment-là. Voilà. Et tout le monde me dit, mais ta maman n'aurait jamais voulu, il faut y aller, il faut y aller. Je suis parti. J'ai eu 5,5 sur 20. Une semaine après, j'avais la pathologie médicale, j'ai eu 7 sur 20. Mais comme les 6 matières d'avant, j'avais des 14, des 15 et des 16, elles ont compensé et j'ai réussi. Alors imaginez-vous, là encore, peut-être que si je n'avais pas passé cette matière, et que si je n'avais pas réussi, peut-être que j'aurais abandonné médecine, peut-être. Vous savez, donc finalement, le destin, c'est absolument extraordinaire. Donc, heureusement que j'ai passé mon examen et que j'ai réussi. Et alors, j'ai continué sans absolument aucune fausse note. Toujours, première session, je réussissais. Il y avait dans le temps même, quand tu as moins de 12, tu passais l'oral de contrôle. Quand tu as plus de 12, tu n'avais même pas à passer l'oral de contrôle direct. Donc j'avais très rarement, j'ai passé l'oral de contrôle. J'ai passé justement anatomie, pathologie cette année-là parce que j'avais pas eu... mais donc sinon, là, les autres années... Mais ce qui est bien, c'est en fin de parcours, il fallait passer l'internat du CHU, qui est très dur. L'internat du CHU, c'était 200 à 300 personnes qui passaient, ils prenaient 25.
25 sur 200 ou 300 personnes. C'était un concours interne. Et là, je rends hommage à ma première femme, à mon ex-femme, qui, elle, m'a beaucoup poussé à passer cet examen. Il n'y a rien à dire. J'étais un peu découragé de voir... Elle a pris le relais de votre maman. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et elle m'a beaucoup poussé. Ça aussi, c'est rare de trouver ça en une fois. C'était extraordinaire, dans des femmes, franchement, et je ne le regrette parce que la voie du CHU, on dit que c'est la voie royale. Ouais. C'est vrai que c'est la voie royale, parce que là, tu passes l'internat du CHU, tu passes par tous les services. Alors là, ta formation est très complète, parce que tu passes dans beaucoup de... J'ai fait de la réanimation médicale, j'ai fait de la chirurgie pédiatrique, j'ai fait de la chirurgie générale, j'ai fait de la chirurgie urologique. C'est la voie royale pour devenir professeur agrégé par la suite. Voilà, donc là, j'ai passé mon internat, donc j'ai réussi, j'étais second sur 300. Je n'étais pas major, mais j'étais le deuxième sur 300. Ensuite, il y a l'assistanat. Ensuite, la maîtrise d'assistanat, que j'ai passée sans aucun problème. Puis ensuite, 4 années plus tard, c'était l'agrégation. Là, j'étais major à l'agrégation. Et vraiment, les choses se sont passées sans absolument aucun problème. Je n'ai jamais eu... Mais quand on regarde votre génération, je connais des gens de votre génération, même des gens plus âgés, comme le professeur Ahmed Sbehi, par exemple. Oui. Avant, professeur agrégé, ça voulait dire quelque chose. Tout à fait. C'était vraiment des personnes très brillantes, très bien formées, etc. Corrigez-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que maintenant, que tout le monde devient professeur agrégé. C'est que l'accès à ça devient plus facile. Alors, je vais vous dire pourquoi. Parce que, et ça, j'étais pas d'accord, effectivement, parce qu'il y a eu énormément de facultés qui ont ouvert. Il y a eu la faculté de Oujda, la faculté de Marrakech, la faculté de Tanger, la faculté d'El Ayoun, la faculté d'Agadir. Donc il fallait avoir des gens qui sont... Moi je voyais effectivement par exemple Fès où c'était à la cocotte minute. Voilà, c'était à la mais je ne dis pas qu'ils sont mauvais, mais c'était effectivement... D'ailleurs, ce que je reprochais, et je le reproche jusqu'à maintenant, à Rabat, moi, j'étais chef de service au CHU de Rabat. Et depuis que les autres universités ont ouvert, on n'a plus ouvert de poste d'assistant ou de maître assistant ou de rien. Cela veut dire que maintenant, moi, je viens de partir à la retraite. Celui qui vient après moi va partir. C'est-à-dire qu'il n'y a plus du tout... de relève. Aucune à Rabat. Normalement, on devait, parce qu'il y a eu depuis maintenant un peu plus de 20 ans, le système a échangé. Normalement, donc, on passait l'internat, puis l'assistanat, maîtrise d'assistanat, etc. Maintenant, c'est le résidanat. Alors, à la fin du résidanat, qui est de 5 ans, par exemple en chirurgie, en gynécologie, les pathologies médicales, c'est 4 ans, soit que tu vas dans le public, c'est-à-dire médecin, on t'envoie en tant que médecin dans un hôpital public, soit il y avait ceux qui avaient le plus de chance, ils étaient bénévoles, qu'on appelle bénévoles, c'est-à-dire qu'ils ne touchaient pas de salaire, mais ils étaient libres de tout engagement. Une fois qu'ils ont fini, ils partent ouvrir leur cabinet. Soit tu passes le concours de professeur assistant. Et donc là, il fallait ouvrir des postes. Eh bien, ils n'ont pas ouvert de postes pendant des décennies. Ils n'ont pas ouvert des postes. C'est de la folie. Mais je dis, nous qui partons, le plus jeune dans mon service a 55 ans ou 58 ans. Il n'y a personne. Donc il n'y a pas de vision. Il n'y a personne. 58 ans. Donc cela veut dire que dans moins de 10 ans, ils vont partir. Tout le monde. Moins de 10 ans, 58 ans, c'est-à-dire 7 ans, 65 ans si on doit partir, eh ben, il n'y a personne, il n'y a aucun professeur assistant, aucun assistant. C'est ça, là. Et je te dis, dans les autres villes, ils ont ouvert, ils ont fait ça à la cocotte minute. C'est ça la vision. Il y a des pays qui ont une vision de la santé, de la formation des enseignants, des professeurs dans le domaine de la médecine, et d'autres n'ont pas de vision. C'est-à-dire, moi, je suis surpris parce que je me suis intéressé à la santé au Maroc ces dernières années. Moi, je suis économiste de formation, donc de temps en temps, je passe 3 mois à étudier un secteur pour savoir comment il fonctionne. Et j'ai vu que la santé au Maroc,
malgré le nouveau modèle de développement qui consacre à la santé un chapitre, j'ai vu qu'il y avait des erreurs énormes qui ont été faites en termes de formation, en termes de privatisation de la santé au Maroc. Le fait qu'on ait autorisé des non-médecins à ouvrir des cliniques, c'est une erreur fondamentale pour moi, parce que ça veut dire que quelqu'un qui est un commerçant, qui vend des cacahuètes, demain peut banaliser l'acte médical. Pour moi, c'est inacceptable. Et on veut aujourd'hui rendre la couverture médicale au Maroc universelle. C'est impossible. C'est impossible compte tenu du fait qu'on n'ait pas de personnel de santé, du fait qu'on n'a pas formé des médecins et des infirmiers en nombre suffisant, et on veut. C'est un effet d'annonce, comme on fait au Maroc, c'est du marketing, voilà, bravo, nouveau modèle de développement. C'est ça, à la cocotte minute. Et c'est pas possible. Et les gens comme vous, comme j'ai cité tout à l'heure, Ahmed Sbehi, des gens qui étaient d'un niveau excellent, on ne les retrouve plus. Alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Parfois, pour une petite opération banale, les gens vont à l'étranger, ils vont à Paris, ils vont en Espagne se faire opérer pour un truc banal, parce qu'ils n'ont plus confiance dans les médecins. Et ça, c'est dommage. C'est dommage. Ça dépend. Ça dépend. Il y a toujours de très bons médecins, ça je suis absolument... Et même parmi les jeunes, indiscutablement, même parmi les professeurs qui ont été nommés. Je sais que le CHU de Marrakech est très bon, le CHU de Fès aussi est très bon. Les autres sont un peu plus jeunes, mais je suis sûr que ça formera de très bons professeurs. Moi je pense que quand même, je me permets de te corriger, je pense que quand même, la médecine au Maroc a beaucoup évolué, et même, c'est vrai que l'histoire que ce soit un non-médecin qui puisse... c'est bien et pas bien. C'est bien parce que ça a permis de développer le secteur privé. Maintenant, regardez un petit peu, allez voir les cliniques. Mais ils sont au top. Non, mais on aurait pu... Toutes les cliniques, parce que c'est des gens qui ont de l'argent, qui ont rapporté de l'argent. Non, mais on aurait pu dire, les médecins... Pour qu'une clinique puisse ouvrir, il faut que les médecins détiennent un minimum 50% du capital. Et à ce moment-là, ils auraient pu s'associer. Mais généralement, ils sont actionnaires. Ah non, mais quand là, vous regardez, par exemple, la privatisation de la santé au Maroc, c'est pas toujours le cas. Et c'est aussi la vision. Par exemple, Cheikh Ibn Moussa et son équipe ont travaillé sur un nouveau modèle de développement. Et ils ont consacré un chapitre entier à la santé. Mais il est resté lettre morte. C'est-à-dire qu'il n'est pas appliqué. Il y a un gouvernement qui est là depuis plus de 2 ans. Et il y a un nouveau modèle de développement qui a été présenté à Sa Majesté. Et Sa Majesté a dit que c'était la feuille de route du gouvernement. Et ce gouvernement n'applique pas ce nouveau modèle de développement, même en ce qui concerne la santé. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, on ne sait pas est-ce que tout ça s'est fait juste sur le plan marketing pour dire nous, voilà ce qu'on veut faire. C'est pas appliqué sur le terrain. Et moi, je me rends régulièrement en Côte d'Ivoire. Je peux vous dire qu'il m'est déjà arrivé d'entrer dans une clinique en Côte d'Ivoire. Je peux vous dire que le niveau est excellent. Il ne peut pas être plus excellent qu'au Maroc. Non, j'ai pas dit j'y vais aussi. J'ai pas dit qu'il était dans les pays d'Afrique. Non, j'ai pas dit qu'il était meilleur. C'est ça. Mais le niveau, franchement, le niveau de la médecine, c'est beaucoup développé. D'ailleurs, moi je vois beaucoup d'étrangers, d'Africains, etc. Qui viennent se soigner. Qui viennent se faire. Et il y a vraiment ceux qui vont du Maroc vers l'étranger, c'est vraiment un pourcentage infime. Très très peu de gens qui gardent encore à l'esprit, sachant que je te promets, Stéadnen, que on peut pratiquement tout faire au Maroc maintenant. Ça c'est beaucoup développé. Mais avec la couverture médicale universelle qu'ils vont faire, il y aura des goulots d'étranglement dans les hôpitaux, les cliniques. Oui, parce que comment vous allez faire? C'est pour cela qu'on développe les CHU, c'est pour cela qu'on développe les cliniques privées, c'est pour cela maintenant, vous vous rendez compte, cette dernière décennie... Vous voulez que tout le monde puisse se soigner? Il faut qu'il y ait un nombre de médecins
suffisant et un nombre d'infirmiers suffisant. C'est pour cela, c'est pour cela que maintenant, on avait dans le temps, quand moi j'étais étudiant, il y avait 2 CHU au Maroc, Rabat et Casablanca. Maintenant, il y a une dizaine. Ouais. Donc, non, l'effort est fait, mais c'est encore insuffisant. Moi, je suis positif, je dis que l'effort est fait. Mais il faut continuer. Et puis, il y a également des écoles d'infirmiers. Progressivement, des choses se font. Il y a aussi la ressource qu'on forme en médecins et en infirmiers qui va à l'étranger. Ça, c'est un autre problème. Malheureusement, parce que ils ne sont pas assez valorisés ici. C'est dommage quand tu vois effectivement qu'un médecin, imagine un médecin qui a fait 7 ans d'études, quand il sort, il est généraliste et qu'il va dans le public, il a 8000 dirhams. C'est pas possible. 8000 dirhams. C'est pas possible. Comment voulez-vous qu'un médecin spécialiste en fin de carrière arrive à 20 et quelques mille dirhams? C'est pas possible. Comment veux-tu maintenant, quand on doit payer l'école, quand on doit payer le salaire, et puis aussi les médecins qui vont, on veut envoyer des médecins dans l'arrière-pays. On leur donne rien. Il n'y a rien dans l'arrière-pays. Il n'y a pas d'école valable. Il n'y a pas les moyens qu'il leur faut pour pouvoir subsister. Et puis on leur donne même pas un logement. Et on les valorise pas Là, au moins ces gens-là, on doit les encourager par un logement, par un salaire qui est meilleur. C'est ça la réflexion d'ensemble, la vision à 10 ans, à 20 ans qui n'est pas faite. Absolument. Et il n'y a pas que le côté financier, il y a le côté gouvernance. C'est-à-dire les gens ne partent pas que pour gagner plus. Bien sûr, si un médecin il part en Suisse, on sait que le salaire minimum en Suisse, c'est 4 000 euros. Tout à fait. Donc entre 8 000 dirhams et 4 000 euros, il ne va pas réfléchir. Tout à fait. Et surtout, un médecin, il ne touche pas 4 000 euros. Avec 4 000 euros en Suisse, il touche 6 000, 7 000. Absolument. Donc, ou au Canada. Donc tant qu'il n'y a pas une réflexion d'ensemble par rapport aux médecins, par rapport aux infirmiers, même les écoles d'infirmiers et d'infirmières privées, toute la promotion part à l'étranger. Certains même apprennent l'allemand, parce que l'Allemagne accepte. La France a fait sauter avant, quand on était médecin au Maroc, pour travailler dans le public, il fallait passer un examen. La France a fait sauter ça. Maintenant, un médecin marocain, diplômé d'université marocaine, il peut tout de suite aller en milieu hospitalier français sans passer aucune homologation. Donc, moi, quand je reçois un grand médecin comme vous, professeur de médecine, qui a travaillé dans le public pendant des années, puis après maintenant qui travaille dans 37 ans, dans le public. Voilà, et qui travaille dans le privé également. Et moi, je veux que des gens comme ça, des gens comme vous, ils s'expriment. Il ne faut pas que ce soit un économiste comme moi qui parle de la santé. Parce que même si j'en parle, j'en parlerai toujours moins bien que vous. Moi, j'ai besoin que des gens qui connaissent bien leur domaine, il faut qu'ils s'expriment. Et le problème, c'est que l'élite, comme vous, dont vous faites partie, elle n'est pas dans les partis politiques. Donc votre voix, on ne l'entend pas. Si vous étiez dans un parti politique, etc., moi je dis les médecins qui sont dans les partis politiques, souvent les moins bons, parce qu'ils ont utilisé le parti politique pour arriver à tel ou tel. Et les meilleurs, ils ne veulent pas, parce que l'élite n'est pas dans les partis politiques. L'élite était dans les partis politiques dans les années 70 et 80. Ben oui, malheureusement. C'est fini maintenant. Alors un homme comme vous, il devrait au moins écrire un livre, dire voilà comment je vois, voilà ma vision de la médecine. Moi j'aimerais que la médecine au Maroc évolue comme ça. Parce que je sais qu'on vous a déjà proposé de participer à un parti politique, vous avez refusé. Oui, ben justement, j'ai une anecdote là-dessus. J'avais été invité par M. Mezouer, qui était ministre des Affaires étrangères dans le temps. Il avait demandé à Mme Barka Bouaïda de m'inviter chez lui dans son bureau. Et donc j'ai été. Il me dit, je veux que tu rentres avec nous au parti et je te promets, prochain gouvernement, tu seras ministre de la Santé. Et il avait fait un truc, parce que dans le temps, la France, bon, comme il sait que je me bats pour, et là on va y arriver certainement, pour l'avortement, il m'a dit, comme la France venait d'enlever la semaine de réflexion pour l'avortement, il me dit, je ne te donne pas la semaine de réflexion, tu dois absolument rentrer. Je dis, écoutez, franchement, j'aurais voulu effectivement faire de la politique, mais je sais que la politique est difficile. Je ne fais pas ça. Ce que je fais, tout ce dont ou ce pourquoi je me bats,
c'est pas pour être ministre ou pour avoir de l'autorité. C'est parce que ce sont mes idées, parce que j'ai envie que les choses s'améliorent. Comme tu as dit, c'est Adnan, oui, je voudrais donner ma vision sur la santé. Ça, je l'écris dans des... Bon, je le dis souvent quand je suis invité sur un plateau, ou bien je l'écris. Vous savez que j'ai écrit un petit livre dernièrement sur mon parcours. Bien sûr. Et sur ma vision sur la santé. Et donc, oui, c'est vrai que je n'ai pas fait de politique parce que je ne voulais pas... Généralement, quand on est en politique, on est très critiqué. On se fait des ennemis. Je n'ai pas envie de me faire d'ennemis. C'est vrai que j'aurais dû m'engager davantage, mais je crois que je n'ai pas assez la force pour... Non, vous avez fait beaucoup. Vous avez fait beaucoup. Vraiment. Mais vous avez fait beaucoup, mais vous avez choisi de faire ça dans un cadre d'ONG, etc. C'est ça, parce que les gens, ils se disent, celui-là qui se c'est qu'il veut être ministre. Je ne veux pas être ministre. Je ne veux pas. Je veux me battre pour mon pays, pour mes concitoyens, pour les choses que je vois. Moi, je n'ai pas la langue de bois. Je parle, je le dis toujours. Oui, j'ai toujours proposé des choses. Par exemple, je vais vous dire, la maternité des Orangers où j'étais. Imaginez-vous que c'est un CHU, c'est un niveau 3. Eh bien, déjà, avant que je sois chef de service, imaginez-vous qu'il n'y a pas de médecin, qu'il n'y avait pas de médecin réanimateur anesthésiste. Cela veut dire que les opérations se faisaient par des infirmiers. C'est eux qui anesthésiaient. Et c'est eux qui anesthésiaient avec intubation, anesthésie générale et intubation. Et je vais revenir là-dessus. Et quand j'étais arrivé chef de service, c'était Biadillah Daksaz qui était ministre de la Santé. Je me battais, je lui disais, écoutez, c'est pas normal qu'on soit pas... Finalement, on a eu deux médecins anesthésistes. Et aussi, imaginez-vous que c'est un niveau 3, il n'y a pas de pédiatre. Cela veut dire qu'on a 25 accouchements par jour, les enfants naissent, ils vont dans la nature. Il n'y a personne pour s'en occuper. Ils vont dans la nature. C'est complètement fou. Alors, et imaginez-vous aussi que maintenant, c'est toujours, il n'y a que 2 médecins anesthésistes, ce qui fait ils font les horaires normaux jusqu'à 16h ou 15h et ils partent. À partir de 15h, il n'y a pas de médecin anesthésiste. Ce qui fait on descend à un niveau 2. De niveau 3, on descend à niveau 2, c'est-à-dire c'est les infirmiers anesthésistes, comme si c'était à Taoustad ou c'était à je ne sais pas, à Tahnaout. Il n'y a que des infirmiers anesthésistes. Alors, quand les infirmiers anesthésistes ont appris, et d'ailleurs on a commencé à mettre des infirmiers en prison ou même des médecins parce qu'il y a eu une complication. Mais ce n'était pas de leur faute. Parce que, exactement, ils se sont dit, ah non, les infirmiers anesthésistes n'ont pas le droit de faire l'anesthésie générale sans qu'il y ait de médecin. Alors ils ont levé les bras. Ils ont dit, alors nous, on ne va plus faire. Et donc la maternité s'est arrêtée. Ce qui fait, la maternité a commencé à travailler. Niveau 1, c'est-à-dire comme si c'était une maison d'accouchement. Comme si c'était une maison d'accouchement. Quand une personne arrive et qu'il y a un risque qu'il y ait une césarienne, on l'envoie. On ne fait que les petits accouchements, il y a les maisons d'accouchement, le dispensaire. Le manque de vision, le manque... Alors que c'est un CHU où il y a des professeurs, il y a des médecins résidents spécialistes, il y a 25 médecins. Eh bien, alors là encore, j'ai toujours dit, c'est pas normal, il faut absolument que dans cette maternité, on mette des anesthésistes, on mette même, parce que dans un niveau 3, il faut qu'il y ait une réanimation maternité et une réanimation pédiatrique, néonatologie. Il n'y a pas. Véritable. Et je ne comprends pas, on laisse cette maternité, c'est une belle maternité qui a toute une histoire, la maternité des Orangers, c'était la première maternité à Rabat, et c'est une des premières maternités au Maroc, elle a été créée au temps de l'UOT en 1925, et on la laisse comme ça, sans absolument aucune... Et imaginez-vous, j'avais encore proposé, j'avais dit, OK, nous avons une pénurie de médecins anesthésistes au Maroc. Et donc, en périphérie, ce sont les infirmiers anesthésistes qui font les anesthésies générales avec intubation, donc qui sont risquées. C'est un infirmier anesthésiste. J'avais dit, parce que nous, en gynécologie obstétrique, on peut tout faire par simple rachi-anesthésie, c'est-à-dire une simple piqûre dans le dos. Mais qui présente des risques. Très peu de risques par rapport à l'anesthésie générale. Très peu de risques. Et j'avais dit, justement sur un plateau, ou même j'avais dit,
Étant donné que nous n'avons pas de médecin anesthésiste, alors formons des infirmiers anesthésistes à cette petite piqûre. Comme ça, en périphérie, ils peuvent faire tout, les césariennes, les opérations, tout. Parce que là, tu as anesthésie. Depuis la région sous-ombilicale jusqu'au petit orteil, la personne est anesthésiée. Malheureusement, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'anesthésistes, de médecins anesthésistes qui sont soulevés contre ça. Parce que ça leur enlève. Ils ont dit, pourquoi ils ont peur pour leur gagne-pain. Voilà. Et ça n'a pas été écouté. J'aurais été ministre de la Santé ou j'aurais été responsable, j'aurais été directement, je n'écoute personne. Je vais et je forme. C'est une formation d'une semaine, c'est une ponction lombaire. C'est des infirmiers anesthésistes qui font des perfusions. C'est le manque de vision dont on parlait. Oui. Il faut la vision et il faut le courage politique. Il faut le courage politique. Il faut que le ministre de la Santé prenne ça. Et ça réglerait le problème au moins parce que nous manquons beaucoup de médecins anesthésistes. Vous savez, quand vous nommez un ministre de la Santé, il faut qu'il soit reconnu par ses pairs. Parce que quand vous prenez des décisions contraires aux intérêts, il faut que vous-même, vous ayez une crédibilité suffisante. Et si vous ne l'avez pas, vous ne prendrez jamais des décisions contraires aux intérêts des lobbies. Tout à fait. C'est simple. C'est comme si on veut élargir, on regarde le médicament, la politique du médicament. Il y a tout à faire là-dedans. Mais il faut que quelqu'un soit suffisamment solide, soutenu aussi, pour réfléchir à une nouvelle politique du médicament. Moi, j'ai regardé ça l'année dernière. Je me suis intéressé à la santé, aux médicaments, etc. Et je sais qu'il y a d'énormes choses à faire, mais qu'on ne peut pas les faire si d'abord on n'est pas soutenu très haut au niveau de l'État marocain, je dis bien l'État, pas le gouvernement, et si on n'a pas la crédibilité suffisante. Parce que si on l'a pas... Donc c'est pour ça que j'ai plaisir à recevoir des hommes comme vous. Lui, c'était quelqu'un qui avait du courage et qui était sur le terrain. Voilà. Sur le terrain. Il prenait son équipe avec lui et il faisait le tour du Maroc. C'est ce qu'il faut. Dans les hôpitaux, dans les maisons d'accouchement, dans les dispensaires, partout. Et puis, il avait le courage de changer des choses. Là, comment on peut ne pas réfléchir justement à changer un certain nombre... non. Je ne veux pas décevoir des anesthésistes, je ne veux pas décevoir tel, je ne veux pas... Mais je dois prendre des décisions. Non, quand on est ministre, on sert son pays. Absolument. Si ça doit, si on doit casser tel ou tel intérêt, c'est pas ça le problème. Absolument. Et puis dans la santé, c'est quelque chose qui doit être codifié. C'est-à-dire qu'il faut des procédures. C'est-à-dire quand vous arrivez dans un hôpital, il faut que les procédures soient écrites de l'arrivée du patient jusqu'à sa sortie. Absolument. Et aujourd'hui, non. Absolument. On arrive dans un hôpital public, il n'y a aucune procédure, il n'y a pas de registre, il n'y a rien, c'est pas informatisé. C'est pour cela, moi, je le dis et je le répète, pas de parole de bois, c'est-à-dire pas de langue de bois. Quand je vois quelque chose, je ne peux pas me taire. Bien sûr. Et ça me ramène à mon combat que je mène essentiellement, mais d'autres combats, mais essentiellement celui de l'avortement. J'allais vous en parler. Oui, justement, je me dis que je ne peux pas... Tout le monde disait, ah non, l'avortement, on sait, ça se fait, mais on ne veut pas en parler. Ah non, il faut qu'on en parle. Mais combien il y a de morts? Oui, combien il y a de décès et de complications et de morbidité. Bien sûr. Mais je voyais, moi, quand j'étais à la maternité, je voyais des femmes qui amenaient leur enfant qui avait un problème de grossesse, malheureusement, de façon malencontreuse, soit par viol, soit par inceste, soit pas parce qu'il est mineur et n'a rien compris, on lui a tourné autour, soit parce que elle s'est trompée, ou il y a eu quelque chose, l'erreur est humaine, ou bien soit parce qu'un couple marié mais qui a une malformation fœtale grave, un enfant qui n'a pas de tête ou qui n'a pas de bras et qui viennent vous supplier de leur faire l'avortement et vous dites non, la loi ne le permet pas, et ils vont alors se faire leur avortement de façon clandestine ailleurs, pas dans les règles de l'art, et qui nous reviennent avec des complications gravissimes.
telles que des infections, des hémorragies, des délabrements génitaux, des intoxications aiguës parce qu'elles ont bouffé des morts de choses, et bien entendu des décès. Des décès. On a vu des décès par des septicémies, on avait des décès par des tétanos, on avait Et là, ça doit dépasser le combat d'un gynécologue. Normalement, tous les médecins devraient épouser cette thèse. Bien entendu. Malheureusement, les médecins ont peur. Ils se disent, oui, c'est une bonne chose, mais on le laisse se battre. Ah non. Mais le problème, c'est que les gens pensent que s'ils parlent d'avortement, c'est que c'est des avorteurs, et donc on va leur mettre... Moi, je le dis et je le répète, l'avortement, je suis pour. Bien sûr. Mais un avortement légal et non pas l'avortement clandestin. Pour ça. Cela veut dire qu'on vient tous les jours, je reçois des messages ou des coups de fil ou des docteurs, nous avons un problème, s'il vous plaît, avortement. Je dis, écoutez, vous tapez à la mauvaise porte. Je ne peux pas, moi, tant que l'avortement est clandestin, mais j'ai pas envie d'aller en prison. Bien sûr. Et j'ai pas envie de faire de l'avortement clandestin. Je veux faire l'avortement légal et libre. Il faut qu'il y ait une loi sur l'avortement. Voilà. Tant qu'il n'y a pas de loi sur l'avortement, ça va encourager l'anarchie dans ce secteur. Et bien entendu. Et ça, c'est le ministre de la Santé qui doit prendre le taureau par les cornes. Eh bien entendu. Il faut qu'il le fasse. C'est comme les... je vais bientôt recevoir une mère qui a 2 enfants autistes. Il n'y a rien n'est fait pour les autistes dans ce pays. Rien. Et maintenant, il y a des autistes adultes. C'est malheureux. Rien n'est fait. C'est malheureux. Le ministre de la Santé, il ne doit pas attendre que ce soit les députés qui fassent la promotion de loi. Il doit lui-même proposer une loi sur l'avortement. Tout à fait. Il doit l'histoire de la France, Simone Veil, c'était le ministre de la Santé. Bien sûr. Il doit lui-même s'intéresser aux handicapés mentaux. On dit qu'il y a 10% des Marocains qui souffrent d'un trouble psychologique, psychique. C'est à lui. C'est pas à l'opposition, aux députés de faire ça. Il y a un ministre en charge d'un secteur. C'est à lui de le faire. Bien sûr. Vous aviez parlé du docteur El-Harouchi, Allah rahmou. Vous savez, c'est la santé, c'est quelque chose de transversal, parce que ça concerne l'ensemble de l'économie d'un pays. Et on voit le niveau de développement d'un pays par 3 choses, la santé, l'éducation et la justice. Et la santé, c'est prioritaire. Absolument. Et quand on voit que... Le niveau de développement d'un pays, et puis également, et là on va y arriver aussi, par ses libertés fondamentales. Bien sûr. Quand on voit un pays qui autorise un certain nombre de choses, où il y a une ouverture d'esprit, il y a une ouverture dans les libertés fondamentales, ça donne confiance. Bien sûr. Alors qu'un pays qui... Et ça vous donne des investissements. Absolument. Mais un étranger... Il ne va pas venir investir. Il est tout à fait heureux de se retrouver dans un pays qui ressemble plus ou moins au sien. Il ne va pas venir investir dans un pays où il est en danger. Absolument. Et s'il est en danger, il ne va pas venir. Absolument. Donc, nous avons le pays... La société évolue. Tout évolue. Il faut absolument qu'on évolue avec la société. Et si je reviens encore à l'avortement, pourquoi est-ce que 95% des pays développés ont légalisé l'avortement? Bien sûr. Ils ont leur conscience, ils ont leur éthique, ils ont leur déontologie, ils ont leur religion, ils ont tout cela, mais ils n'avaient pas le choix. Ils ont donné le droit à la femme de faire son avortement parce qu'elle ne peut pas, la grossesse est absolument impossible, elle est non désirée et impossible. D'abord, c'est non seulement un droit humain fondamental, mais c'est un problème de santé publique. Bien entendu, parce que c'est un problème de santé publique. Oui, il y a des décès. C'est pas seulement pour faire plaisir à des gens. C'est un problème de santé publique. Tout à fait. Ça coûte à la société. Tout à fait. Donc il y a des gens qui sortent mal formés, il y a des femmes qui meurent, etc. Tout à fait. Donc ça, les partis politiques, ils devraient s'exprimer sur ce sujet. Il ne devrait pas se cacher derrière un paravent de... Il y a beaucoup d'hypocrisie. Voilà, il faut dire, voilà. C'est comme, tout à l'heure, on a parlé des autistes. L'avortement, il faut que ce soit les partis politiques, il faut que ce soit le ministre de la Santé qui prenne le taureau par les cornes et qui règle ça. Au moins, on dira, voilà, l'indice de développement humain, le Maroc a légalisé l'avortement. Il a fait une loi,
qui est claire, précise, qui doit être claire, précise, avec le bien sûr, on va profiter de l'expérience des autres pays. On va pas inventer la roue. Tout à fait. Tout à fait. Quand on voit que depuis nous, le débat, ça fait maintenant des décennies que nous sommes en train de débattre sur cette histoire d'avortement, et je n'ai pas l'impression que ça avance. Mais imaginez-vous que même, alors je ne parle pas, comme j'ai dit, des pays développés qui ont largement plus de 95%. Qu'est-ce qu'il y a en Europe qui n'a pas? C'est peut-être la Pologne et le Vatican. Mais sinon, tous les autres pays ont. L'Amérique du Nord, bien entendu, le Canada, les États-Unis, bien que les États-Unis, il y a eu ce débat aux États-Unis il y a 2 ou 3 ans, mais les États-Unis, il ne faut pas croire qu'aux États-Unis l'avortement est interdit. Non. Le Congrès avait donné la possibilité aux États, s'ils veulent interdire. Il y a 1 ou 2 États. Voilà, mais ça n'empêche pas quelqu'un d'aller ailleurs et se faire avorter. Donc le problème. Où est-ce qu'on voit le problème maintenant c'est en Afrique, en Amérique latine et tout ça. Eh bien, ces dernières années, plusieurs pays d'Afrique ont légalisé. Bien sûr. Le Bénin a légalisé. Bien sûr. Le Botswana a Bien légalisé. sûr. Le Cap-Vert a légalisé. L'Afrique du Sud a légalisé. La Tunisie, ça a toujours. Donc, c'est des gens qui ont avancé. Allez, avançons. Nous, on ne veut pas avancer. Je ne comprends pas pourquoi. On ne veut pas avancer parce que c'est un pays qui est conservateur. Et on attend que toutes les décisions soient prises par le roi. On attend tout. Mais le roi, il y a une constitution 2011. Faut pas. Il y avait le Maroc avant 2011 et le Maroc après 2011. Le Maroc après 2011, il y a un chef de gouvernement qui prend les décisions. Tout à fait. Les domaines réservés de Sa Majesté sont connus. Tout à fait. Les affaires étrangères, l'armée, la police, etc., ils sont connus. Le culte, des choses régaliennes. Par contre, il y a un chef de gouvernement qui doit agir. Il ne doit pas juste nous faire du marketing à longueur de journée. Et il faut qu'un ministre de la Santé s'attelle à régler les problèmes. C'est là où on a besoin de l'élite politique à des postes sensibles comme ça. Le ministère de la Santé, bien sûr, tout à fait raison, parce que c'est un problème de santé publique. Bien sûr. Et le ministère, il doit justement présenter des projets de loi, etc. Et aussi, c'est ça que moi j'ai toujours reproché au ministère de la Santé et aux autres. Le ministère de la Santé doit... C'est ce que je disais, je suis en train de faire votre travail. Bien sûr. Je fais votre travail. Bien sûr. Ce n'est pas normal. C'est à vous de montrer les chiffres, c'est à vous de montrer qu'il y a ça. Il y a aussi les sociétés savantes, bien sûr, en gynécologie obstétrique, qui doivent aussi faire des écrits, qui doivent faire publier des choses comme quoi l'avortement clandestin est responsable d'une certaine morbidité et d'une certaine mortalité. Et puis il y a aussi le Conseil de l'ordre des médecins qui doit aussi Alors si on se mettait tous, la société civile que je représente en tant que médecin et le ministère de la Santé, les sociétés savantes. La société civile, ce savant Conseil de l'ordre, ils peuvent faire du lobbying. Bien sûr. Par contre, c'est à l'exécutif de faire la loi. Oui, mais ils vont faire du lobbying, ils vont faire de la pression. Bien sûr. Pour que l'exécutif se rende compte. Mais si je suis tout seul à parler comme un fou, qu'est-ce que tu veux? Les partis politiques. Ils se disent, combien de fois, moi j'ai vu des responsables, ils disent, mais pourquoi les autres ne parlent pas? Pourquoi le Conseil de l'ordre? Pourquoi les sociétés savantes? Les partis politiques, ils surfent sur les discours de Sa Majesté. Ils attendent que Sa Majesté, dans un discours, dise... Sa Majesté a été clair. Il a été clair. Et eux, ils attendent. Mais non, mais c'est pas... Sa Majesté, rappelez-vous que en mars 2015, il avait convoqué le ministre de la Justice, le président du CNDH et le ministre des Affaires islamiques. Il leur a dit, vous devez débattre sur cette question d'avortement. Et vous m'amenez Effectivement, il avait donné 1 mois. Et au bout d'1 mois, on est revenu, après avoir mené des consultations, on est revenu comme quoi l'avortement pouvait être libre, au moins dans 4 ou 5 situations. C'était un début. Viol, inceste, malformation fœtale et les femmes qui ont un handicap mental, c'est-à-dire les irréguliers mentaux. Déjà, c'est un bon début. Et malheureusement, depuis 2015, rien. Ça a été adopté par le Conseil de gouvernement en 2016, c'est passé au Parlement, et puis plus rien du tout. Parce que c'est la volonté politique. On en arrive toujours. Il n'y a pas de volonté politique, c'est l'urgence. Ils ne savent pas que tous les jours, il y a des vies qui tombent à cause de parce que ça ne les concerne pas. Clandestin. Parce que ça ne les concerne pas. Et puis ils ont tous peur pour leur électorat, parce que le Maroc reste conservateur. Le Maroc reste conservateur, mais le Maroc change.
Le Maroc sûr. est en train de changer. Donc le Maroc est en train de changer et les conservateurs eux-mêmes devraient y faire attention. Bien entendu. Les générations changent. Donc, comme c'est un problème de santé publique, c'est un problème de droits de l'homme, il faut que d'abord le ministre de la Santé s'y attelle. Vous avez d'autres combats. Je sais que vous avez récemment monté un collectif avec d'autres personnalités. Oui. J'aimerais bien que vous nous en parliez. Auxquelles je rends hommage, c'est des personnalités que j'apprécie beaucoup et qui vraiment se battent, on se bat ensemble. Alors il y a M. Driss Benhima, il y a Mme Yasmina Beddo, il y a Mme Asma El-Marabat, il y a M. Jalil Abbas Tarji, il y a Mme Maître Khadija Al-Amrani, il y a Si Mohamed El-Gaizi, il y a Mme Monique El-Grichi et moi-même. Donc nous sommes 8 personnes, 4 femmes et 4 hommes, donc il y a l'équité. Et nous avons fait un collectif pour proposer des réformes dans les libertés fondamentales, aussi bien dans le code pénal que dans les libertés, dans le code civil. Et nous faisons plusieurs propos. D'abord, nous avons mené des discussions larges, d'abord avec parce que on revient toujours aux questions de la religion. Donc, nous avons, avec l'appui de Mme Asma El-Marabat, nous avons consulté beaucoup de religieux, sur un certain nombre de choses. Vraiment, nous avons été assez exhaustifs et assez... par exemple, la liberté du culte, de la religion. Pourquoi faut-il absolument que tu naisses musulman ou que tu naisses... c'est à toi de ta religion. Parce que le code pénal du Maroc, il punit. Non, il y a autre chose. C'est pas que le code pénal, c'est la Constitution. La Constitution, parce que la Constitution, l'islam est la religion d'État. Mais on doit l'islam et la religion. Mais ça, tu as le droit, c'est la religion d'État, oui, ouais, dans la Constitution. Mais tu as le droit de choisir ta religion. Pourquoi, par exemple? Là, il faut qu'il y ait une réforme constitutionnelle pour faire ça. Prenons l'exemple, celui qui naît à Sebta et celui qui naît à Fnidq, à 4 km de Hada. Celui qui naît à Sebta, il est automatiquement chrétien. Celui qui naît à Fnidq est automatiquement musulman. Mais c'est la loi du hasard. Moi, j'ai parlé du premier... Encore à Sebta, il a la liberté de culte, mais au Maroc, on est musulman. Ça, c'est la Constitution qui le dit. C'est pas en Espagne, c'est pas le cas. La Constitution dit Amir al-Mu'minin est garant de la religion. C'est Amir al-Mu'minin. Non, mais on dit aussi l'islam est la religion d'État. Oui, mais est-ce que tu es obligé d'être musulman? En tous les cas, c'est quelque chose qui peut-être... Aujourd'hui, dans les textes, oui. Parce que on doit... Moi, je vois beaucoup d'Africains qui étaient musulmans, qui sont devenus chrétiens, qui étaient chrétiens, qui sont devenus musulmans, etc. Ben, c'est selon leur liberté de conscience et leur liberté de conscience. Parce que la religion, c'est une foi... Je pense que ça, c'est très clivant, mais je pense que vous défendez pas que ça. Non, pas du tout. Ouais, mais j'ai commencé par ça qui est le plus... Ça, c'est le plus clivant. Nous défendons, absolument. Nous défendons le droit à l'héritage. On veut absolument supprimer at-ta'sib. Cela veut dire, quand une personne n'a pas de garçon, que ce soit les oncles et les autres qui héritent. Pas qui héritent, qui participent à l'héritage. Non, mais qui héritent une bonne partie. Ouais. Et que les filles ont une partie très faible. Ça, il faut enlever. C'est indiscutable. Le mariage des musulmans, des musulmanes aux non-musulmans, cette histoire c'est quelque chose. On sait très bien que c'est du pipeau. C'est juste parce qu'il faut faire. Mais ce n'est pas. Et ça, c'est ridicule. Encore ça, c'est pas. Non, mais c'est ridicule. Mais on doit être. Nous, on veut juste qu'il n'y ait pas d'hypocrisie. On veut que les choses soient. Pas d'hypocrisie. Également, l'héritage des non-musulmans. Il n'existe pas. Pourquoi, là encore? Parce que, justement, un mari, parce qu'il y en a qui se marient. Un non-musulman ne peut pas hériter d'un musulman au Maroc. Voilà, les enfants d'un non-musulman ne peuvent pas, parce que le père, il ne s'est pas converti à l'islam avant c'est pas normal. Les autres libertés telles que le ramadan, manger,
ça ne doit pas être puni par la loi. Alors ça, c'est le code pénal. Et ça, moi, je vous dis, on est dans le C'est code pénal et dans le code civil également. Les relations sexuelles hors mariage, ça aussi, c'est dépassé tout cela. Ça doit pas être. Et cette histoire. Non, les relations sexuelles hors du mariage, je voulais dire, ça doit pas être pénal. Ça doit pas relever du pénal. Ça doit pas être pénal. Ça doit pas être pénal. C'est pas l'adultère. Vous parlez pas de l'adultère. Non, vous parlez des relations sexuelles hors mariage. Ça doit pas être pénal. Voilà. Également le mariage des mineurs. Ça doit être interdit. Ça doit être absolument interdit, parce qu'il y a beaucoup de dérogations. Les juges peuvent faire des dérogations. Non, il ne faut pas que ce soit interdit. Il faut que ce soit interdit. Absolument. Il ne faut pas que les juges en fassent un fonds de commerce. Tout à fait. La polygamie. L'histoire de polygamie également. C'est vrai qu'au Maroc, on a beaucoup moins de polygamie qu'en Afrique. Non, on doit juste appliquer. La polygamie, ça va être difficile de l'interdire. Par contre, on peut faire en sorte de la rendre très compliquée. D'abord avec l'autorisation de la première femme, sous couvert de ressources financières, etc. On peut la rendre impossible. Il y en a plein qui... Non, on peut la rendre impossible. Qui impose à la femme de lui dire, chouf, tu vas me donner l'autorisation, sinon je te dis... Oui, mais si on applique les textes, où il y a l'égalité de traitement des épouses en termes de ressources, on peut pas, là, on éradique la polygamie. Parce que la polygamie, c'est assez facile d'éradiquer si on applique les textes. Eh ben, on a pu l'éradiquer au Maroc parce qu'elle ne concerne que 0,5 ou 1%, voilà. Ce qui est complètement par rapport aux pays d'Afrique. Et est-ce que vous avez réfléchi par rapport au divorce? Oui, justement, par rapport au divorce également. Donc, bien sûr, le divorce shiqaq, ça c'est quelque chose qui est admis et qui est... Mais ce qui est important au niveau du divorce, c'est d'abord la partie que doit prendre la femme. Après le divorce, cela veut dire que s'ils ont ce qui a été constitué pendant leur période de mariage... il doit être divisé en deux. Non, on ne parle pas de diviser en deux. Un certain pourcentage que le législateur peut pas diviser en deux. On peut arriver à 20%, on peut arriver à 30%. En fait, là, moi j'ai fait un peu de droit. En fait, ça c'est ce qu'on appelle la communauté réduite aux acquis en France. C'est pas la communauté universelle, c'est ce que le couple a pu acquérir pendant les années de mariage. Voilà. Donc c'est la communauté réduite aux acquis, c'est 50%. Et ici, ça ne se fera pas. Voilà. L'histoire, ça ne voilà. passera pas. Donc on se dit un certain pourcentage. Mais le pire, ils peuvent se mettre d'accord lors de l'acte de mariage sur ça. Mais le pire, c'est par exemple un couple qui divorce et le père, il ne paye que l'école. Et la mère, elle se retrouve avec des charges énormes parce qu'elle a tout ce qui est nourriture, tout ce qui est activité, tout ce qui est loisir, tout ce qui est habits, etc. Et finalement, la mère ne s'en sort pas. Donc là, il faut une réflexion globale par rapport à ce que chacun va payer, surtout quand il y a des enfants. Et là, pour l'instant, c'est là où le bas blesse. Tout à fait. Alors là encore, toujours dans le divorce, on plaide pour une garde partagée. Cela veut dire, ce n'est pas la mère qui garde les enfants 6 jours sur 7 et le mari n'a le droit qu'un jour. Non, une garde partagée. Ils peuvent très bien se mettre d'accord pour qu'une semaine... c'est sur un accord. C'est un accord. C'est-à-dire qu'il a le droit. Ce n'est pas que automatiquement les enfants vont à la mère. Non. Ils ont le droit se mettre la garde. C'est ce qui se passe à l'étranger. Si la femme se remarie, il faut qu'elle puisse garder ses enfants. Exactement, ça encore. Le fait du remariage de la femme ne fait pas qu'elle va perdre la garde de l'enfant. Non, elle peut garder ses enfants à condition, bien sûr, que le mari ou la femme ait une bonne conduite. C'est clair. Ça, c'est important. Également, la tutelle est importante. Comment une mère qui a la garde des enfants, et c'est le père qui a la tutelle, la mère ne peut rien faire s'il n'y a pas le père. Ouais. Et là encore, ça pose des problèmes. Parce que quand il y a des conflits entre la mère et le père il ne veut pas signer les choses. Il ne peut pas voyager avec. Et il ne peut pas faire un passeport. Mais là, il faut remonter plus haut. Plus haut, pourquoi? Parce que même quand le couple fonctionne, même quand ils sont mariés, le tuteur légal, c'est le père. Il faut le savoir. Donc, il faut réfléchir donc à la tutelle légale. Pas seulement en cas de divorce.
C'est-à-dire, il faut qu'il y ait une tutelle partagée. Parce qu'aujourd'hui, dans le droit marocain, quand vous êtes marié, le tuteur, c'est le père. C'est ça. Après, quand il divorce, même si la femme a la garde, le père continue d'être le tuteur. C'est ce que je dis, et là, c'est pas normal, il refuse de délivrer l'autre. La mère n'est pas autorisée à voyager. C'est ce que j'étais en train de dire. C'est ce que j'étais en train de dire. Mais moi, ce que je disais, c'est qu'il faut réfléchir à la tutelle, même s'ils sont mariés. Oui, bien sûr. Parce que si... Pendant et en dehors. Voilà. C'est pire encore en dehors. Bien sûr. Donc, ça. Puis également, le fait de on dit la mauvaise conduite de la femme. Il suffit que l'homme, par exemple, qui veut reprendre les enfants, il va lui mettre derrière un huissier de justice. Et si elle sort ou si elle est avec des amis aussi, ils vont dire mauvaise conduite. Il y a il y a beaucoup de femmes qui ont perdu aussi leur droit de garde à cause de ça. Donc tout cela, ça doit être revu. Bon, moi je suis un féministe, donc c'est pour ça que je me Voilà, je le suis aussi, c'est pour cela que je défends... Voilà. Moi je suis féministe, c'est pour ça que je vais vous poser une question dans ma bouche. C'est le non féministe qui la dirait, mais comme moi tout le monde sait que je suis féministe, je peux le dire. Et est-ce que en cas de non-paiement de la pension, est-ce que ça doit rester pénal? Est-ce que l'homme doit aller en prison? Vous savez, ça arrive rarement. Ça arrive. Dans les milieux populaires, ça arrive. Je peux vous dire que ça arrive. Eh ben, si la personne a les moyens et a l'argent, oui, il faut, parce que sinon, il va falloir que... parce que si la personne a d'abord, il faut que ça passe par des saisies, pas la prison. On doit faire saisie sur les revenus. Sur les revenus, sur ce qu'il a, sur ce que la personne a. Pas sur son patrimoine, c'est pas liquide, mais sur les revenus, oui. Mais déjà sur son patrimoine aussi, on peut très bien saisir, on peut vendre aux enchères et non, donner tout ça non. On peut faire une saisie conservatoire, mais pour arriver à saisie exécutoire, moi je suis juriste, c'est assez compliqué. Par contre, on peut faire une saisie arrêt sur son salaire. C'est ça. Là, on peut prendre on peut prendre tout de suite. Ça se fait. Ouais. Ça se fait. C'est vrai que le pénal doit arriver en dernier. Parce que, effectivement, mettre le père des enfants en prison, c'est pas évident. Et c'est pas. Si la personne a les moyens, parce que la femme doit prouver que la personne a les moyens. Parfois, dans les milieux effectivement défavorisés, l'homme n'a rien. Non, il n'a rien. Et pourquoi il irait en prison? Pourquoi il irait en prison? Mais s'il va en prison, il ne pourra pas travailler, il ne pourra pas payer la pension. Absolument. Non, là, s'il n'a rien, il n'a rien. Moi, je me dis, c'est s'il a saisi sur ses biens, saisi sur son revenu, sur ses... Et... Là, il va payer. Là, il va payer. Moi aussi... D'ailleurs, il paraît que même l'histoire des chèques au Maroc, ça ne va plus être pénal. C'est parce que les gens... Parce que c'est un des rares pays où le chèque est pénal. Parce que les gens vont l'utiliser de moins en moins. Par contre, moi, il y a quelque chose à laquelle je suis favorable, qui n'existe pas aujourd'hui. Pour moi, un expert comptable, un commissaire aux comptes, il doit faire une attestation pour déterminer les revenus des personnes avant qu'elles divorcent. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui gagnent des... Par exemple, moi j'ai une amie qui était mariée à un milliardaire à Fès. Le gars, il a des centaines de milliards. Il a des centaines de milliards. Et il lui paye 15 000 dirhams par mois. Et ça ne lui suffit même pas pour faire vivre ses enfants. Donc là, il faut qu'il y ait un commissaire aux comptes. Oui, bien entendu. Qui puisse déterminer le revenu des personnes avant que le juge... Parce que le juge... aux comptes ou bien l'avocat de la partie adverse de la femme. Non, l'avocat de la partie... Non, il faut que quelqu'un... Parce qu'il faut un expert. Parce qu'il faut que ce soit impartial. Parce que les avocats, chacun défend sa... C'est ça. Mais l'avocat, il va prouver comme quoi le monsieur est archi-milliardaire. Non, mais pour qu'il puisse le prouver, il faut qu'il y ait un texte de loi qui dise que le commissaire aux comptes doit être dans la boucle et il doit déterminer les revenus de la personne. Sinon, parce que le juge ne connaît pas. Le juge, il fait ça... à la tête du client. Le client arrive, il dit non, moi j'ai pas, ça fait 3 ans que mes affaires marchent pas. Le juge dit 3 000 dirhams. Oui, mais le gars il gagne 300 000 dirhams par mois. Pourquoi il va payer 3 000 dirhams? Donc si on met dans la boucle un expert comptable, commissaire aux comptes, agréé par les tribunaux, on aura un texte écrit. Et là, on pourra acculer la personne à donner réellement le montant qu'il doit donner. Bien absolument, sûr. absolument. Donc il faut professionnaliser la justice. Mais je reviens à l'histoire de la prison pour ceux qui... Moi, je dis que c'est complètement injuste, effectivement, que quelqu'un qui n'a rien, et qui va en prison parce qu'il n'a pas de quoi donner. S'il a... Oui, effectivement, il doit payer et on doit faire... C'est ça. Donc, c'est vrai qu'il faut enlever carrément cette histoire, puisqu'on peut faire
des saisies sur le salaire, des saisies même, rien que le fait de poser une saisie sur une prénotation, sur un titre, ou sur ça aussi, ça va le pousser à payer. Ça va le pousser à payer. Sur sa voiture, on peut saisir sa voiture, on peut saisir son revenu, on peut saisir et l'histoire de la prison, ce n'est pas une... Parce que plein de femmes, quand il y a eu conflit entre le couple, elle a envie d'avoir la tête de ce et de le faire rentrer en prison pour se venger de lui. Je trouve que ce n'est pas normal. Non, pas si la personne n'a pas, ou si la personne... la prison où elle se venge d'une manière ou d'une autre, d'ailleurs. Oui. D'ailleurs, j'invite à tous les gens qui nous écoutent, qui vont nous écouter, d'aller voir Les Divorcés de Casablanca, qui est un film extraordinaire, qui parle de ces problèmes de société. Moi, je dis je suis d'accord complètement avec vous. Moi, je pense que quelqu'un qui n'a pas de ressources, le mettre en prison ne sert à rien, parce que ça ne va pas l'aider à avoir des ressources. Absolument. Par contre, un commissaire aux comptes, ça va aider à déterminer le patrimoine et le revenu de la personne pour qu'il puisse donner la véritable pension à son épouse sans que celle-ci soit obligée de travailler nuit et jour pour faire vivre ses enfants. Et il faut une réflexion où, là, vous êtes un collectif de 8 personnes de qualité. Je ne les connais pas tous, pas toutes, mais je sais que celles que je connais sont de qualité. Et je pense qu'il faudra faire un travail de lobbying auprès des partis politiques marocains. Ce collectif, il devra se réunir. C'est ce qu'on fait. Avec l'ensemble des partis politiques. On est invité en permanence par les partis politiques, par des organismes nationaux et internationaux. C'est ce que nous faisons. Nous faisons du lobbying pour nous faire entendre et expliquer quelle est notre démarche et qu'est-ce qu'on cherche. Nous sommes tous musulmans, nous sommes tous, nous avons nos convictions, mais on a envie de faire évoluer la société. Et une fois que votre réflexion elle sera aboutie, il faudra faire un livre blanc sur toutes ces propositions. Nous l'avons. Mais est-ce qu'elle est aboutie, la réflexion? Non, c'est des propositions. C'est pour ça que je dis quand la réflexion sera aboutie. Parce que aujourd'hui, la réflexion, elle est en gestation. Quand vous allez vous ouvrir sur la société civile, sur des économistes comme moi, etc., les gens vont vous dire, voilà, à mon avis, il faut faire ça. Et vous allez une fois que votre réflexion va être aboutie, à ce moment-là, il faudra faire un livre blanc et le présenter, je pense, à la plus haute autorité du pays. On a présenté les réflexions. Je vous dis, on a présenté, on a envoyé au Palais Royal, on a envoyé à la première chambre, on a envoyé à la deuxième chambre, on a envoyé au Premier ministre, on a envoyé à tous les partis politiques, on a envoyé il se trouve aussi en librairie pour les gens qui veulent et ils voient quelles sont nos propositions et sur quoi on se base. On n'est pas venu et on a donné chaque chose. On a, par exemple, Tassib. Tu dis, men laysa lahu walad. Walad ne peut pas dire garçon. Normalement, c'est Dakar. C'est-à-dire enfant. Dakar, voilà, un enfant. C'est comme dans l'avortement. La taqtulu awladakum khashyata imlaq. Il ne dit pas la taqtulu ajinnatakum. Bien sûr. لا تجهضوا ما كايناش في القران ولا في هذا ما كايناش ما كاين لا الحديث ولا القران اللي تيتكلم على الاجهاض لا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق النفس. Je suis comme vous, j'ai beaucoup lu le Coran et à mon avis il y a une seule chose qui sera difficile à réformer, mais Dieu a donné des solutions, c'est-à-dire que c'est l'héritage. L'héritage, ça va être difficile que la femme obtienne autant que l'homme. Par contre, Dieu n'a jamais empêché de donner de son vivant ce qu'on voulait à ses filles. Donc pour moi, c'est un faux problème. Oui. Parce qu'on a une fille, on peut tout à fait faire l'équilibre et lui donner de son vivant ce qu'on veut. Oui, mais ça pose des problèmes, là. Ça pose des problèmes si tu as envie de donner à tel et pas à l'autre. Non, mais parce que l'autre va s'y retrouver, le garçon va s'y retrouver au moment du décès. C'est tout. Donc il y a une vision prospective de ça. Mais je suis d'accord avec vous et en grande partie avec tout ce que vous avez dit. J'ai eu grand plaisir à Merci beaucoup, moi aussi. À faire cette émission avec vous. Merci. Et je vais vous laisser, comme vous êtes un homme de combat, vous êtes un homme qui se bat pour un idéal, qui se bat pour un Maroc meilleur. Tout à fait. Vous n'avez jamais été un carriériste, quelqu'un qui voulait arriver à des postes politiques, etc. Vous êtes très connu à Rabat, à Casablanca, peut-être moins dans les autres villes. Je vais faire quelque chose que je ne fais pas d'habitude.
Je vais vous laisser le mot de la fin. Le mot de la fin, vous l'avez dit, je me bats et je me battrai toujours parce que c'est ma conviction. Et mon plus grand combat, c'est celui de la légalisation de l'avortement. Je le dis haut et fort. Légalisation de l'avortement parce que je vois que beaucoup de gens souffrent à cause des grossesses non désirées. N'importe qui peut tomber dans ce piège. N'importe qui. Et quoi qu'on fasse, on a beau lui dire non, il ne faut pas faire l'avortement, il va aller le faire. Donc je me dis, et je prie le législateur de prendre ce dossier et d'avoir cette volonté politique de enfin résoudre ce problème parce que on n'a pas le choix, on doit absolument donner la possibilité de faire un avortement dans les règles de l'art à tous nos compatriotes qui le désirent. Sur ces paroles sages, on va remercier le professeur Schweibé d'être venu et j'espère qu'on aura l'occasion de le revoir encore une fois avec nous. Merci à vous, merci de nous avoir écoutés. Merci beaucoup. Merci.